Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des points à vérifier lorsque tu fais un achat immobilier, un investissement locatif. Donc ça va être une vidéo un petit peu conséquente. Je vais essayer de te donner pas mal de points qu'il faut vérifier quand tu choisis un bien immobilier. Donc évidemment, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que ça va déjà couvrir de très nombreuses situations pour ne rien oublier. Si tu veux le résumé de cette vidéo, tu auras dans la description la liste vers la fiche, la checklist immobilier avec tous les points que je vais aborder ici. Donc je t'invite à le télécharger si tu veux le résumé de cette vidéo. Tu pourras l'utiliser dans tes prochaines visites sur le terrain. Voilà, donc on commence tout de suite sans plus attendre. Donc il y a pas mal de choses que je vais te partager. Dans les questions qu'il faut poser, tu verras que c'est des questions qu'il va falloir aborder avec l'agent immobilier ou le vendeur au cours de la visite ou au téléphone quand tu appelles au départ. Évidemment, il faut faire preuve j'allais dire, de légèreté quand tu abordes ces questions-là. Il faut que ça vienne naturellement. Il ne faut pas que ton interlocuteur ait l'impression de subir un interrogatoire. Tu vois, donc voilà. Donc premier élément qu'il faut comprendre, c'est le contexte général. Donc il va falloir déjà que tu demandes pourquoi le bien est en vente, hein, tout bêtement. Il y a une raison et de comprendre pourquoi maintenant, parce que tu vois, il peut te dire le propriétaire a déménagé, d'accord, mais pourquoi il vend maintenant? Parce que tu peux déménager et garder ton bien. Donc il faut comprendre vraiment, essayer de creuser un petit peu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça te donnera des billes dans la négociation. Deuxième élément, depuis quand il est en vente? Ça, c'est un autre point important. Alors, tu n'auras pas forcément la vraie réponse parce qu'il y a, tu sais, avant de vendre un bien, il y a tout un processus. Tu commences à y penser et puis tu commences à le mettre en vente. Et puis, le vendeur ou l'agent immobilier ne va pas vouloir te dire ça fait 6 mois qu'il est en vente et on galère. Hein, ils vont pas forcément te dire ça. Mais il faut quand même poser la question pour voir comment l'agent ou le vendeur répond à cette question-là. Et toi, bien entendu, tu pourras, moi je donne des astuces dans la formation autour de ça, rechercher, il y a des outils pour repérer un petit peu depuis quand les biens sont réellement en vente et en plus tu peux dans certains cas retrouver les annonces. Enfin, voilà, il y a plein de moyens d'avoir un petit peu de contexte autour de ça, surtout si c'est un marché que tu suis, généralement tu vois passer et repasser les annonces. Moi ça m'est arrivé plein de fois, il y a des biens d'ailleurs encore aujourd'hui, je sais que ça fait 3 ans qu'ils sont en vente. Voilà, donc si j'appelle que l'agent me dit ça fait 6 mois, je saurai que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Ça me donnera un élément aussi, tu vois, sur la relation de confiance que tu peux avoir avec la personne en face de toi. Hein, s'il te dit pas la vérité et que tu le sais sur ce point-là, sur la suite, tu prendras des pincettes. Voilà, mais ça te donne de l'information, c'est important. Troisième point. Est-ce qu'il y a déjà eu une offre sur ce bien ou peut-être une vente annulée? Pourquoi est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui se sont positionnés? Là, encore une fois, la réponse que l'agent ou le vendeur va te donner n'est pas forcément la vérité parce qu'il va sûrement te dire un truc comme « oui, il y a des gens qui sont venus ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont proposé quelque chose et on ne sait pas combien ils ont proposé, ou alors ils vont te dire oui, on a reçu des offres d'achat, mais si c'était le cas, peut-être que ça serait en fait déjà vendu et qu'il ne ferait pas visiter, hein, il ne va pas s'amuser à perdre son temps. Donc, mais voilà, il faut quand même poser la question. Encore une fois, ça te permet de juger de la qualité de la relation que tu peux avoir avec la personne en face de toi et aussi toi éventuellement de savoir comment te positionner. Quatrième élément, globalement, au cours de la visite ou au préalable, alors ça dépend du bien que tu achètes. Si c'est un immeuble, c'est pas la même chose. Tu vas affiner les questions. Tu vois, je vais pas t'abreuver de détails dans la vidéo pour que ce soit pas non plus un cours de 1h30. Mais il faut que tu te demandes, que tu lui demandes, de quand date, en gros, les 4 trucs qui coûtent le plus cher dans un bien immobilier: l'électricité, la plomberie, la toiture et la façade. Hein, ces 4 trucs qui coûte potentiellement cher et sur lequel tu t'en es pour un bon ticket quand tu dois le refaire. Voilà, donc demande-leur de quand ça date, quand ça a été fait, quand ça a été rénové. Là aussi, tu vois, c'est une question de logique. Si la toiture a 20 ans, qu'elle n'a jamais été retouchée, tu sais bien que là, dans les 5 années à venir, il va y avoir probablement quelque chose que tu vas devoir mettre sur la table. Alors peut-être pas tout refaire, mais du remaniement, changer des tubes ou des ardoises. Voilà, ça c'est potentiel. De même sur l'électricité, peut-être qu'elle n'a jamais été retouchée, il n'y a aucun problème fondamental avec ça. Mais si toi par exemple tu veux faire évoluer l'équipement électrique de l'appartement, peut-être que ça ne sera pas possible. Donc tu vas devoir reprendre l'électricité dans ce cas-là. Donc il faut que tu notes tout ça, que tu comprennes tout cela.
Après, si tu as un lien avec le vendeur en direct, c'est encore mieux pour pouvoir affiner certaines questions. Mais en tous les cas, ce qu'il est important que tu arrives à savoir, c'est le 5e point, c'est depuis quand la personne possède ce bien. Tu vois, c'est important de le connaître parce que ça va te donner déjà une indication sur l'antériorité et sur, en gros, est-ce que la personne a remboursé tout ou partie de son emprunt immobilier potentiel. On ne sait pas si elle avait fait un prêt, mais généralement, la personne a fait un prêt. Généralement, c'est sur 20 ans. Donc, si elle a depuis 15 ans, tu sais que l'essentiel de son prêt a été remboursé. Si elle a depuis 2 ans, tu sais que c'est probablement pas le cas. Donc, ça te donne des éléments pour la négociation aussi là derrière. 6e point, c'est, alors si c'est un bien qu'elle détient depuis un certain temps, c'est de demander comment c'était le quartier à l'époque. Donc tu vois, de comprendre un peu pourquoi elle a acheté ici, pourquoi elle a acheté ici, pourquoi elle vend aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs des questions qui sont très intéressantes de poser aux locataires si tu as la chance de les croiser. Ou de discuter même après la visite avec eux, c'est très intéressant de leur demander voilà, comment c'est dans l'appartement ou dans l'immeuble, est-ce que vous y êtes bien, comment c'est dans le quartier si tu ne connais pas bien tu vois, ce quartier et si tu ne connais pas forcément bien cet immeuble, c'est bien de leur demander. Donc c'est bien de demander aux gens qui vont vraiment vivre dans l'immeuble et de leur demander c'est quoi les défauts. C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Je sais pas, l'isolation, est-ce que phoniquement, vous entendez les voisins? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas pratiques que tu n'aurais peut-être pas vues? On n'a pas du tout le même regard quand on visite quelque chose en 10 minutes, 1 heure, que quand on y vit au quotidien. Il faut que aussi tu demandes au vendeur pourquoi il avait acheté ici au départ. Pourquoi ce bien-là? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'était une motivation personnelle? Est-ce que c'était par opportunisme? Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'il a acheté ici au départ? Ça peut te permettre non pas d'avoir des informations qui sont forcément très utiles pour toi, mais simplement de développer la relation, donc soit avec l'agent et idéalement avec le vendeur pour connaître aussi sa dynamique de vie, connaître un petit peu d'où il vient et quelles étaient ses intentions au départ. Donc ça, c'est bien de lui poser cette question-là. Ensuite, 8e point, c'est de lui demander s'il avait habité, s'il habitait dans le bien, tu vois, si c'était sa résidence principale, c'est de lui demander s'il a apprécié vivre ici et comment ça s'est passé, comment il a vu évoluer les choses dans le quartier. Où sont les nouveaux développements? Est-ce que ça se passe ici? Est-ce que ça se passe à un autre endroit dans la ville? Voilà, lui demander tout ce qui s'est passé un petit peu, ce qui a changé dans le quartier, pour te donner des éléments de compréhension sur la dynamique du quartier ou de la ville en question. Hein. Donc ça, c'est bien de pouvoir lui poser la question. Ensuite, tu sais le cas où le bien est en copropriété, ce qui est quand même la majorité des biens immobiliers. Donc en gros, tout appartement en général est en copropriété ou alors parfois certaines maisons sont en copropriété aussi. Et ici, c'est demander ok, c'est quoi l'année de construction de l'immeuble parce que bon, tu peux estimer ça à l'apparence de l'immeuble, mais c'est toujours évidemment mieux de le demander. Sachant que tu sais que plus l'immeuble est ancien, plus généralement la qualité de construction n'est pas au rendez-vous. Alors avec des grosses variations, tu sais, on dit que dans les années 70-80, c'était surtout l'isolation phonique et thermique qui était négligée. Donc des fois, tu peux retrouver de meilleures isolations sur des biens qui sont plus anciens que cela. Mais voilà, c'est pas forcément une vérité absolue. Un bien qui est ancien, qui a plus de 20 ans ou 30 ans, nécessairement sera moins bien isolé ou moins bien conçu des fois aussi que des biens qui sont récents. Hein. Mais ça vaut le coup de demander ça pour savoir un petit peu, voilà, c'est encore une fois d'où vient, c'est quoi la dynamique. Ça c'est la 9e point, hein, quel est l'âge de la copropriété. 10e point, sur les charges, évidemment, tu sais bien que c'est un point déterminant. Combien ça coûte d'être l'heureux propriétaire d'un bien immobilier dans cette copropriété? Combien ça coûte? Tu sais, les charges, bon, il y a le prix, mais derrière, il y a surtout comprendre ce qu'elles contiennent. Hein, parce que souvent, quand on débute, on voit juste le montant. On se dit, ok, j'achète un appartement de 50 mètres carrés, j'ai 100 € de charge par mois. Ok, c'est beaucoup, pas beaucoup. On essaie de comparer, de comprendre. Mais en fait, c'est une information qui n'est pas utile en tant que telle. Ce qui est utile, c'est de savoir ce qu'elles comprennent. Parce que 100 € pour par exemple, payer un ascenseur, un gardien et les espaces verts, c'est pas pareil que 100 € pour payer le chauffage et l'eau.
c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc pour toi et pour ton futur locataire, parce que ton futur locataire, si dans ses charges il y a compris le chauffage et l'eau, son budget global sera bien moins important que si les charges que tu vas lui refacturer pour la plupart comprennent des espaces verts et des choses, et que lui va devoir dépenser quelque chose en plus pour se chauffer, ou tu vois la logique. Donc demande toujours ce que les charges comprennent, ce que le montant des charges c'est bien, mais qu'est-ce que ça comprend? C'est mieux. Donc, dans les éléments de charge qui, par exemple, que tu ne pourras pas récupérer sur ton locataire, c'est notamment la taxe foncière. Donc ça, c'est important que tu aies l'information, que tu aies le document, parce que ça, en plus, ça évolue et pas généralement dans le bon sens. Donc, c'est bien que tu aies aussi les éléments là-dessus. 11e point, c'est de savoir quels sont les travaux qui sont prochainement prévus dans la copropriété. Alors, il y a les travaux qui sont discutés, parfois depuis des années. Donc ça, tu retrouveras des éléments de discussion, ça sera des points qui auront été abordés dans l'Assemblée générale, dans les précédentes. Il y a des décisions qui auront été prises, donc là la question et la négociation ce sera évidemment qui va les payer, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton vendeur, et il y a les travaux qui ne sont pas encore discutés mais que tu peux assez facilement anticiper. Donc par exemple la façade, si c'est décrépit, tu sais que ça va arriver dans les années à venir et que c'est quelque chose qui va coûter cher. Une façade, tu peux facilement en être pour 5 ou 10 000 euros de ta poche simplement pour ton appartement. Donc ça va coûter assez cher, il faut l'anticiper. Ce n'est pas un élément que tu vas pouvoir facilement négocier avec le vendeur parce que le vendeur va te dire mais oui mais c'est pas prévu. Donc c'est pas forcément un argument pour faire baisser le prix. Tu pourras évidemment l'évoquer mais c'est difficile d'obtenir une diminution du prix avec quelque chose de potentiel, tu vois. Mais en tout cas tu dois l'estimer toi pour ton budget parce que tu sais que si ça arrive dans les 5 ans, tu vas faire ton estimation et dire ok, avec le cash flow que je génère, est-ce que je pourrais payer cette grosse charge qui après je serai tranquille probablement pour 15 ou 20 ans, mais va falloir à un moment donné que je l'assume. Et enfin, 12e point, quel est l'état financier de la copropriété? Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en gros, c'est quoi l'état financier? Est-ce que c'est bien géré? Est-ce qu'il y a des arriérés? Il peut y avoir plein de raisons, des fois graves, des fois pas graves, mais c'est quoi la situation financière de la copropriété pour pouvoir, encore une fois, te positionner? Tu vois, donc là, c'est les 12 points qu'il faut vérifier. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est qu'on rentre un peu plus dans le bien immobilier lui-même. Tu vois, là, je t'ai parlé beaucoup de l'état, peut-être plus du vendeur, de sa stratégie, pourquoi ils vont maintenant et de sa philosophie. On va rentrer maintenant, si tu le veux bien, dans les 10 points plus détaillés. Donc, c'est parti pour la suite. Donc je te le rappelle, si tu le souhaites, tu peux télécharger le résumé avec la checklist immobilière dans la description. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin dès maintenant que tu es prêt à investir, que tu veux que je t'accompagne, tu trouveras aussi dans la description le lien vers mon programme d'accompagnement tout simplement à l'investissement locatif dans lequel il y a 16 modules complets où je t'accompagne de A à Z pour te transformer en investisseur. Je te transmets ce que j'ai appris moi depuis maintenant 8 ans que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et j'ai plus d'une quarantaine de lots dans l'immobilier que je gère. Voilà, donc plein de fun en perspective pour apprendre à trouver du cash flow. Dans les points à vérifier, il y a pas mal de choses, pas mal de détails. Quand tu es débutant, tu sais, tu peux facilement rater des choses. Clairement, ça te coûte de l'argent. Ça peut faire basculer un projet qui semblait pas mal en projet pas rentable parce que tu sais, quand tu visites un bien immobilier, s'il est intéressant, c'est-à-dire qu'il paraît rentable, c'est forcément qu'il y a un défaut, il y a quelque chose quelque part. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire pour trouver les meilleurs rendements, c'est arriver déjà à bien voir les défauts et à trouver les solutions et au bon prix. Mais si tu achètes un bien que tu ne vois pas les défauts, que tu ne sais pas que ça va te coûter de l'argent, en fait ton projet, peut-être que tu l'avais calibré sur un certain niveau de dépenses et en fait c'est pas du tout la réalité et ça peut vraiment te mettre dans l'embarras. Donc il faut arriver à estimer cela sans se faire avoir parce qu'on n'a pas vu réellement ce que ça allait coûter ou parce qu'on l'a sous-estimé. Donc c'est vraiment important. Donc premier point, là on va démarrer une liste avec 10 points à vérifier. 10 points à vérifier qui peuvent changer totalement finalement ta vision de ton investissement. Le premier point que tu dois vérifier, d'ailleurs c'est aussi valable si tu achètes ta résidence principale, c'est l'état des parties communes. Donc l'état des parties communes, pourquoi?
toujours pareil, parce que les parties communes, tu sais, c'est un petit peu le truc qui n'apporte pas vraiment de valeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment justifier l'augmentation d'un loyer ou la diminution d'un loyer quand les parties communes sont vieilles. Ou qu'elles sont rénovées, tu vois, ça influence pas trop. Par contre, le jour où il faut payer pour les rénover, ça va influencer ton budget. Ça, crois-moi, parce que des parties communes, même pour un petit immeuble, tu es tout de suite sur des montants en dizaines de milliers d'euros. Hein. Ça peut être 10, 15, 20 000 euros facilement, même pour un immeuble de 2 étages, selon, encore une fois, la nature et l'ampleur des travaux, mais ça va vite. Et donc, si tu es dans une très vieille copropriété ou dans un immeuble un peu haut de gamme ou moyen de gamme, eh bien, pour ton appartement, tu peux te retrouver avec un ticket, des fois, pareil, entre 10, 20 000 euros, 30 000 euros, ça peut aller vite. Donc, quel est l'état? Encore une fois, pour préparer ton investissement. Tu sais, moi, dans mon approche, j'essaie d'être prudent et je provisionne des charges futures que je mets de côté. Donc, je m'assure d'avoir un pourcentage de mes loyers que je peux garder en plus du cash flow pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. Parce que l'immobilier, c'est pas juste t'achètes, tu rénoves et t'es tranquille. Tu vas avoir des dépenses tout au long de la vie, durée de détention et parfois même à court terme. Parce que tu as beau, toi, rénover ton appartement, l'intérieur, mais si tu es en copropriété, eh bien, les parties communes feront partie des choses qui vont être un jour rénovées. Voilà, donc quel est l'état, encore une fois, pour pouvoir te positionner? L'état et le moyen de chauffage. Tu sais, l'état de la chaudière ou du chauffe-eau. C'est souvent, pas toujours, hein, c'est souvent des choses qui sont individuelles. Donc, tu as un chauffe-eau dans ton appartement ou tu as une chaudière gaz. Parfois, c'est commun. Si tu es en copropriété, des fois il y a une chaudière qui est commune à tout l'immeuble. Chaudière, pour le coup, la plupart du temps, c'est du chaudière gaz qui est commune à l'immeuble. Mais voilà, de quand elle date? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt récent ou qui a été remanié, rénové, ou est-ce que c'est la vieille chaudière qui a 35 ans et qui tourne toujours et qui peut potentiellement tourner longtemps? Attention, hein, il y a les très vieux éléments peuvent tourner encore des fois 10 ou 15 ans sans trop de problèmes. Mais bon, potentiellement, statistiquement, une chaudière qui est ancienne a plus de chances de tomber en panne ou de devoir être remplacée qu'une chaudière qui a 5 ans. Voilà. Donc, il faut que tu connaisses ça, ça rentre dans l'équation aussi, pareil, et tu vas prendre après des hypothèses, toi, par rapport à ton budget potentiel. Donc, le mode de chauffage aussi. Donc là, on a parlé chauffage de l'eau juste avant. Des fois, ça sert aussi à chauffer l'appartement, mais des fois, il y a d'autres modes qui sont utilisés. Donc, est-ce que la chaudière gaz dans l'appartement sert aussi à chauffer l'appartement? Est-ce qu'il y a des chauffages gaz dans l'appartement ou est-ce que c'est en électrique? Et si c'est en électrique, c'est quoi la tête des chauffages? Est-ce que ce sont de vieux grille-pains? Est-ce que ce sont des chauffages rayonnants? Est-ce que ce sont des chauffages qui sont pilotés? Voilà. Et là aussi, toujours pareil, dans une idée de remplacer cela, l'améliorer, procurer du confort à ton locataire. Voilà. Et surtout derrière, combien ça coûte? Donc ça, on va voir un point après avec le DPE. C'est le point d'après, c'est notre quatrième point. Quel est le DPE de ce bien immobilier ou cet immeuble? Combien ça coûte? Alors, il n'est pas étonnant que si tu achètes dans l'ancien, que la classification par défaut soit mauvaise, c'est-à-dire E, F, G, hein, c'est normal, c'est de l'ancien. Le DPE a été calibré pour tirer évidemment les rénovations et les consommations thermiques vers le bas, hein, que les appartements et les biens immobiliers consomment le moins possible. Donc c'est tout à fait normal que si tu achètes un bien des années 80 ou 70, que ce soit classé F, tu vois, ce ne sera pas choquant. Par contre, la question que tu vas devoir te poser derrière, c'est dans quelle mesure tu vas pouvoir améliorer cette note. Tu vois, et tu verras que techniquement, tu vas avoir de nombreuses contraintes qui vont te limiter. Notamment, tu vois, tu vas pouvoir isoler peut-être un peu de l'intérieur, mais si tu fais ça, tu vas perdre de la surface, tu vas perdre des mètres carrés potentiels. Ça va peut-être pas être possible de partout. Tu vois, peut-être que tu vas pouvoir travailler sur les huisseries, peut-être pas. Voilà, donc tout ça, tu vas devoir te poser la question et quel est le coût derrière? Parce qu'il va falloir faire un arbitrage entre l'économie potentielle d'énergie pour ton locataire, son confort et ton coût. Donc il faut l'arbitrer, ce point-là. Ce n'est pas un point facile parce que on se rend compte évidemment que la plupart des rénovations énergétiques ne sont pas forcément très rentables à court terme. Hein. C'est souvent des rénovations qui sont rentables sur 15 ou 20 ans. Tu l'as peut-être déjà vu si tu t'es posé la question, ne serait-ce que pour ta résidence principale. Donc voilà, il faut trouver une optimisation par rapport à ça. Ensuite, cinquième point sur la copropriété et l'immeuble, est-ce que c'est sécurisé? Là encore une fois, tu vas te poser la question pour
Plusieurs raisons. La première, c'est le sentiment de sécurité, déjà, en général, de tes futurs locataires. La deuxième, c'est pour si jamais tu veux par exemple exploiter en location courte durée, est-ce que tu disposes d'un accès dit autonome? Parce que tu sais, s'il y a un digicode, c'est facile de donner le code, mais si c'est un badge, c'est assez embêtant quand tu accueilles des locataires. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut prendre en compte. Et après, au niveau, il y a un point qui est souvent négligé par les investisseurs, mais c'est la porte d'entrée de l'appartement qu'il ne faut pas négliger. Si c'est de l'ancien, bah, tu auras souvent une porte, des fois même, tu sais, il y a des investisseurs qui s'amusaient à mettre des portes intérieures en porte extérieure, et donc bah, c'est la porte bois. Des fois elle est même pas doublée à l'intérieur, tu sais, c'est des plaques, c'est des portes qui sont creuses à l'intérieur, qui laissent passer évidemment le son, le froid, et qui en plus ne sont pas sécurisées parce que c'est souvent une serrure simple. Des fois il y a un verrou qui a été ajouté, mais c'est pas très sécurisé par voilà, hein, un locataire. Tu vois, si c'est une personne qui est seule, elle peut se sentir un petit peu en insécurité avec sa petite porte de chambre que l'ancien propriétaire a mis en porte d'entrée. Donc sache que remplacer une porte comme ça, ça a un coût qui est significatif. Tu peux facilement en être pour 700 000 €. Parfois tu peux monter bien plus haut si tu mets avec un blindage et d'autres choses. Ça peut coûter assez cher, mais ça peut être une très bonne dépense pour améliorer ton logement, l'isolation phonique, thermique et le sentiment de sécurité de ton logement. Donc, mais il faut le prendre en compte, tu vois. Il ne faut pas le minimiser, encore une fois, ce point-là. Autre point, on continue, c'est le sixième point. Sixième point, l'état dans l'appartement des murs et des plafonds. Alors, on peut, alors, si c'est un immeuble, hein, il va falloir absolument regarder également l'état de la toiture, de la charpente et de la façade, mais ça on va le mettre de côté, on ne va pas rentrer dans ces points trop techniques. Il y a des éléments qu'il faut regarder pour voir un petit peu l'âge de cela, mais bref, on va s'intéresser juste à un appartement. Si tu es dans un appartement, bah, tu vois, comme celui-ci, tu vas regarder absolument l'état des murs et des plafonds. Pour savoir quoi? Pour savoir, il y a un truc tout bête dont tu vas vite te rendre compte, c'est que si c'est dans l'ancien, c'est pas droit, hein, parce que les normes et les méthodes étaient peut-être un peu moins strictes, donc tu vas avoir des murs des fois qui ne sont pas droits, ou alors des murs avec des revêtements un peu originaux, tu vois, des espèces de crépis lissés qu'on mettait parfois à l'intérieur, qui existent dans certains pays où ça se fait, c'est normal de mettre des crépis par exemple au mur ou parfois au plafond en intérieur, et donc toi, si tu vas vouloir rénover ça, ça va t'imposer un certain nombre de contraintes, parce que si tu veux poser une cuisine sur des murs qui ne sont pas droits, déjà techniquement il peut y avoir des limitations, et puis bah, tes artisans, ça va leur faire perdre du temps, ou alors ils vont râler parce que ça va les gonfler de faire du travail qui soit pas très propre, parce que tu pourras jamais faire une très belle cuisine bien en angle droit sur un mur qui n'est pas droit, tu vois. Donc bah, ça va peut-être te générer des coûts parce qu'il va falloir recloisonner, tu vas perdre un peu de place, enfin, tu vois, tout ça il faut le prendre en compte, parce que tu n'auras pas le même rendu final sur un appartement que tu vas laisser avec des murs d'origine qui ne sont pas peut-être tout à fait droits, mais des fois, il y a des choix c'est un choix peut-être qui est valable, hein, par rapport au niveau de finition que tu vises et au niveau de mode d'exploitation, enfin avec le type de mode d'exploitation que tu vises. Tu vois, tout ça, il faut le prendre en compte parce que c'est un ensemble, et l'immobilier, bah, c'est un ensemble de détails. L'immobilier, c'est du concret. Donc voilà, l'état des murs et des plafonds pour pouvoir voir ça et ajuster éventuellement ton projet et ton budget travaux. Septième point, les fenêtres, hein, les huisseries. J'ai parlé de la porte d'entrée, mais on va s'intéresser aux fenêtres. Est-ce que c'est récent? Tu vois, est-ce que c'est au moins du double vitrage? Alors, il y a double vitrage et double vitrage, hein. Le pire, c'est évidemment si tu as le cadre en bois avec le simple vitrage. Bon, ça, c'est inévitablement à remplacer rapidement. Mais après, dans le double vitrage, tu peux avoir du double vitrage qui a 10 ou 15 ans, qui va faire le job, mais c'est pas le top du top. Le double vitrage que tu peux trouver aujourd'hui, voire même du triple vitrage, il y a des gaz particuliers qui sont utilisés, qui sont beaucoup plus efficaces que ce que tu pouvais faire évidemment il y a 10 ou 15 ans. Donc il va apporter une amélioration thermique et de confort et aussi phonique si tu donnes par exemple sur une rue passante. En plus de regarder la qualité de pose de la fenêtre
qui parfois ne sont pas très bien posées. Tu sais, des fois elle n'est pas tout à fait droite et des fois il y a de l'isolant qui n'a pas été mis autour. Tu vas l'entendre ou le sentir. Enfin, en tout cas, le locataire pourra t'en parler parce que c'est un truc dont tu te rends vite compte quand tu es dans l'appartement. Voilà, tout ça est à regarder. Encore une fois. Et sur les fenêtres, peut-être avec un point d'attention spécial sur le format des fenêtres. Alors, au-delà des exigences de la copropriété, de respecter, tu sais, une harmonie de couleurs et de matériaux, etc., mais le format. Parce que si c'est des formats qui ne sont pas standards, alors là, le coût de tes fenêtres, il est démultiplié et tu peux te retrouver avec une grosse facture. Donc, si c'est en copropriété, c'est assez simple d'aller voir les voisins qui ont changé leurs esprits et leur demander combien ça leur a coûté. C'est très simple. Voilà. Mais prévois-le. Ensuite, le 8.8, ouvre les robinets, allume les lumières, allume les radiateurs et vérifie que tout marche. C'est bête. Même si tu peux de faire des travaux, vérifie que tout marche avant. Je te donne un exemple que j'ai eu dans un des appartes. J'avais pas vérifié l'ensemble où je crois que le courant avait été coupé avant parce que c'est évidemment quand tu veux pas que le défaut se voit, tu coupes le courant et en fait on s'est rendu compte que le circuit électrique il était mais complètement farfelu. Il y avait des choses qui étaient en série, des choses qui étaient branchées sur des réseaux différents. Enfin, j'ai dû faire venir un électricien juste pour dépatouiller. Il a passé une demi-journée à rebrancher les choses. On n'a pas changé les fils, mais il a reconnecté les choses pour qu'il y ait une certaine logique. C'est-à-dire que quand tu appuies sur l'interrupteur ici, ça commande une lampe et pas le chauffage qui est dans la pièce à côté parce que c'était un truc qui était comme ça, donc c'était n'importe quoi. Donc ça, plus tu peux le tester, mieux c'est, encore une fois, à l'avance. Ensuite, le quartier, on va y revenir, va parler aux gens autour, les commerçants, tu vas parler aux gens qui vivent dans le quartier, tu peux même arrêter les gens dans la rue, tu vois, dire je viens d'arriver dans le quartier, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça évolue, c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur. Et enfin, 10e point, en fonction de la cible que tu vises, vérifie l'accès au transport ou les facilités de parking. Il ne faut pas le négliger. Par exemple, si tu fais de la location courte durée en centre-ville, que tu ne l'as jamais fait, tu vas vite te rendre compte que c'est une des questions essentielles qui va revenir tout le temps. Est-ce qu'il y a un parking ou alors est-ce que je peux me garer facilement? Parce que si c'est des professionnels ou des gens qui viennent en vacances, ils arrivent en voiture et ils veulent poser leur voiture à côté de ton appartement. Donc, il faut que tu aies une réponse, même si ça ne veut pas dire que tu dois avoir un parking absolument, mais juste savoir où ils peuvent se garer et combien ça va coûter. Voilà, donc il y a beaucoup de choses tu vas avoir, donc à chaque fois il y a des éléments techniques, on pourrait rentrer dans les détails, mais je ne veux pas te faire une vidéo 1h30 là-dessus. Si tu veux en savoir plus, regarde la checklist ou alors rejoins mon programme de formation, je t'explique tout ça en détail. Il y a tout un module d'ailleurs sur les travaux et sur comment tu choisis les artisans, comment tu fais ça de manière intelligente et en tout cas en ayant les bons prix. Ça pourra t'aider à rentabiliser ton investissement locatif. Voilà, donc si le bien t'intéresse, évidemment, tu obtiendras tous les documents depuis la loi Allure. Tu sais, tous les documents doivent être fournis avant la signature du compromis de vente, mais il faut quand même être en mesure de les comprendre, ces documents, et de voir aussi ce qu'ils ne disent pas forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu, c'est très bon pour l'algorithme YouTube. Ça me fera plaisir de voir que la vidéo t'a intéressé. Abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. On parle d'investissement locatif et de liberté financière. Moi, tu sais, je suis un investisseur, je suis sur le terrain et j'aime bien accompagner toutes les personnes qui veulent développer des revenus alternatifs et passifs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te retrouve bientôt vers de nouvelles aventures. Salut!